La bourgeoisie colonialiste est aidée dans son travail de tranquillisation des colonisés par l'inévitable religion. Tous les saints qui ont tendu la deuxième joue, qui ont pardonné les offenses, qui ont reçu sans tressaillir les crachats et les insultes sont expliqués, donnés en exemple. Les élites des pays colonisés, ces esclaves affranchis, quand ils sont à la tête du mouvement, finissent inéluctablement par produire un ersatz de combat. Ils utilisent l'esclavage de leurs frères pour faire honte aux esclavagistes ou pour fournir un contenu idéologique d'humanitarisme falot aux groupes financiers concurrents de leurs oppresseurs. Jamais en vérité ils ne font appel réellement aux esclaves. Jamais ils ne les mobilisent concrètement. Bien au contraire, au moment de la vérité, c'est-à-dire pour eux du mensonge, ils brandissent la menace d'une mobilisation des masses comme l'arme décisive qui provoquerait comme par enchantement la fin du régime colonial. Il se trouve évidemment au sein de ces partis politiques, parmi les cadres, des révolutionnaires qui tournent délibérément le dos à la farce de l'indépendance nationale. Mais rapidement leurs interventions, leurs initiatives, leurs mouvements de colère indisposent la machine du parti. Progressivement, ces éléments sont isolés puis carrément écartés. Dans le même temps, comme s'il y avait concomitance dialectique, la police colonialiste va leur tomber dessus. Sans sécurité dans les villes, évités par les militants, rejetés par les autorités du parti, ces indésirables au regard incendiaire vont échouer dans les campagnes. C'est alors qu'ils s'aperçoivent avec une sorte de vertige que les masses paysannes comprennent à demi-mot leurs propos et sans transition leur posent la question dont ils n'ont pas préparé la réponse. C'est pour quand ? Cette rencontre des révolutionnaires venus des villes et des campagnards retiendra plus loin notre attention. Il convient maintenant de revenir aux partis politiques pour montrer le caractère tout de même progressiste de leur action. Dans leur discours, les dirigeants politiques nomment la nation. Les revendications du colonisé reçoivent ainsi une forme. Il n'y a pas de contenu, il n'y a pas de programme politique et social. Il y a une forme vague, mais néanmoins nationale, un cadre, ce que nous appelons l'exigence minimum. Les hommes politiques qui prennent la parole, qui écrivent dans les journaux nationalistes, font rêver le peuple. Ils évitent la subversion, mais en fait introduisent de terribles ferments de subversion dans la conscience des auditeurs ou des lecteurs. Souvent on utilise la langue nationale ou tribale. C'est là encore entretenir le rêve, permettre à l'imagination de gambader hors de l'ordre colonial. Quelquefois encore, ces hommes politiques disent « nous les nègres »,« nous les arabes ». Et cette appellation lourde d'ambivalence, pendant la période coloniale, reçoit une sorte de sacralisation. Les hommes politiques nationalistes jouent avec le feu. Car comme le confiait récemment un dirigeant africain à un groupe de jeunes intellectuels, « réfléchissez avant de parler aux masses, elles s'enflamment vite ». Il y a donc une ruse de l'histoire qui joue terriblement aux colonies. Quand le dirigeant politique convie le peuple à un meeting, on peut dire qu'il y a du sang dans l'air. Pourtant, le dirigeant très souvent se préoccupe surtout de montrer ses forces, pour n'avoir pas à les utiliser. Mais l'agitation ainsi entretenue, aller, venir, entendre des discours, voir le peuple réuni, les policiers autour, les démonstrations militaires, les arrestations, les déportations de leaders, tout ce remue-ménage donne au peuple l'impression que le moment est venu, pour lui, de faire quelque chose. Dans ces moments d'instabilité, les partis politiques multiplient les appels au calme vers la gauche, tandis que sur la droite, ils scrutent l'horizon, tâchent de déchiffrer les intentions libérales du colonialisme. Le peuple utilise également pour se maintenir en forme, pour entretenir sa capacité révolutionnaire, certains épisodes de la vie de la collectivité. Le bandit par exemple,
qui tient la campagne pendant des journées face aux gendarmes lancés à ses trousses, celui qui, dans un combat singulier, succombe après avoir abattu 4 ou 5 policiers, celui qui se suicide pour ne pas donner ses complices, constitue pour le peuple des phares, des schèmes d'action, des héros. Et il ne sert à rien, évidemment, de dire que tel héros est un voleur, une crapule ou un dépravé. Si l'acte pour lequel cet homme est poursuivi par les autorités colonialistes est un acte exclusivement dirigé contre une personne ou un bien colonial, alors la démarcation est nette, flagrante. Le processus d'identification est automatique. Il faut également souligner le rôle que joue dans ce phénomène de maturation l'histoire de la résistance nationale à la conquête. Les grandes figures du peuple colonisé sont toujours celles qui ont dirigé la résistance nationale à l'invasion. Béhanzine, Sundiata, Samori, Abdelkader revivent avec une particulière intensité dans la période qui précède l'action. C'est la preuve que le peuple s'apprête à se remettre en marche, à interrompre le temps mort introduit par le colonialisme, à faire l'histoire. Le surgissement de la nation nouvelle, la démolition des structures coloniales sont le résultat soit d'une lutte violente du peuple indépendant, soit de l'action contraignante pour le régime colonial, de la violence périphérique assumée par d'autres peuples colonisés. Le peuple colonisé n'est pas seul. En dépit des efforts du colonialisme, ses frontières demeurent perméables aux nouvelles, aux échos. Il découvre que la violence est atmosphérique, qu'elle éclate ça et là emporte le régime colonial. Cette violence qui réussit à un rôle non seulement informateur, mais opératoire pour le colonisé. La grande victoire du peuple vietnamien à Dien Bien Phu n'est plus, à strictement parler, une victoire vietnamienne. À partir de juillet 1954, le problème que se sont posés les peuples coloniaux a été le suivant. Que faut-il faire pour réaliser un Dien Bien Phu ? Comment s'y prendre ? De la possibilité de ce Dien Bien Phu, aucun colonisé ne pouvait plus douter. Ce qui faisait le problème, c'était l'aménagement des forces, leur organisation, leur date d'entrée en action. Cette violence ambiante ne modifie pas les seuls colonisés mais également les colonialistes qui prennent conscience de Dien Bien Phu multiples. C'est pourquoi une véritable panique ordonnée va s'emparer des gouvernements colonialistes. Leur propos est de prendre les devants, de tourner à droite le mouvement de libération, de désarmer le peuple, vite, décolonisons le Congo avant qu'il ne se transforme en Algérie. Votons la loi cadre pour l'Afrique, créons la communauté, rénovons cette communauté, mais, je vous en conjure, décolonisons. On décolonise à une telle allure qu'on impose l'indépendance à Houphouët-Boigny, à la stratégie du Dien Bien Phu définie par le colonisé, le colonialiste répond par la stratégie de l'encadrement, dans le respect de la souveraineté des États. Mais revenons à cette violence atmosphérique, à cette violence à fleur de peau. Nous avons vu dans le développement de sa maturation que beaucoup de courroies la prennent en charge et la mènent à la sortie. En dépit des métamorphoses que le régime colonial lui impose dans les luttes tribales ou régionalistes, la violence s'achemine, le colonisé identifie son ennemi, met un nom sur tous ses malheurs et jette dans cette nouvelle voie toute la force exacerbée de sa haine et de sa colère. Mais comment passons-nous de l'atmosphère de violence à la violence en action ? Qu'est-ce qui fait exploser la marmite ? Il y a le fait d'abord que ce développement ne laisse pas inentamée la béatitude du colon. Le colon qui connaît les indigènes s'aperçoit à plusieurs indices que quelque chose est en train de changer. Les bons indigènes se font rares, les silences s'entendent à l'approche de l'oppresseur. Quelquefois les regards se font durs, les attitudes et les propos carrément agressifs. Les partis nationalistes s'agitent, multiplient les meetings, et dans le même temps, les forces de police sont augmentées, des renforts de troupes arrivent. Les colons, les agriculteurs, surtout isolés dans leurs fermes, sont les premiers à s'alarmer. Ils réclament des mesures énergiques. Les autorités prennent en effet des mesures spectaculaires, arrêtent un ou deux leaders,
organisent des défilés militaires, des manœuvres, des vols aériens. Les démonstrations, les exercices belliqueux, cette odeur de poudre qui maintenant charge l'atmosphère, ne font pas reculer le peuple. Ses baïonnettes et ses canonnades renforcent son agressivité. Une atmosphère de drame s'installe où chacun veut prouver qu'il est prêt à tout. C'est dans ces circonstances que le coup part tout seul car les nerfs sont fragilisés, la peur s'est installée, on est sensible de la gâchette. Un incident banal et le mitraillage commence. C'est Sétif en Algérie, ce sont les carrières centrales au Maroc, c'est Moramanga à Madagascar. Les répressions, loin de briser l'élan, scandent le progrès de la conscience nationale. Aux colonies, les hécatombes, à partir d'un certain stade de développement embryonnaire de la conscience, renforcent cette conscience, car elles indiquent qu'entre oppresseurs et opprimés, tout se résout par la force. Il faut signaler ici que les partis politiques n'ont pas lancé le mot d'ordre de l'insurrection armée, n'ont pas préparé cette insurrection. Toutes ces répressions, tous ces actes suscités par la peur ne sont pas voulus par les dirigeants. Les événements les prennent de court. C'est alors que le colonialisme peut décider d'arrêter les leaders nationalistes. Mais aujourd'hui, les gouvernements des pays colonialistes savent parfaitement qu'il est très dangereux de priver les masses de leurs leaders. Car alors le peuple, n'étant pas bridé, se jette dans la jacquerie, les mutineries et les meurtres bestiaux. Les masses donnent libre cours à leurs instincts sanguinaires et imposent au colonialisme la libération des leaders, auquel reviendra la tâche difficile de ramener le calme. Le peuple colonisé, qui avait spontanément investi sa violence dans la tâche colossale de destruction du système colonial, va se retrouver en peu de temps avec le mot d'ordre inerte, infécond, libérer X ou Y. Alors le colonialisme libérera ces hommes et discutera avec eux. L'heure des bals populaires a commencé. Dans un autre cas, l'appareil des partis politiques peut rester intact. Mais à la suite de la répression colonialiste et de la réaction spontanée du peuple, les partis se trouvent débordés par leurs militants. La violence des masses s'oppose vigoureusement aux forces militaires de l'occupant. La situation se détériore et pourrit. Les dirigeants en liberté restent alors sur la touche. Devenus soudain inutiles avec leur bureaucratie et leurs programmes raisonnables, on les voit loin des événements, tenter la suprême imposture de parler au nom de la nation muselée. En règle générale, le colonialisme se jette avec avidité sur cette aubaine, transforme ces inutiles en interlocuteurs et en 4 secondes leur donne l'indépendance, à charge pour eux de ramener l'ordre. On voit donc que tout le monde est conscient de cette violence et que la question n'est pas toujours d'y répondre par une plus grande violence, mais plutôt de voir comment désamorcer la crise. Qu'est-ce donc en réalité que cette violence ? Nous l'avons vu, c'est l'intuition qu'ont les masses colonisées que leur libération doit se faire et ne peut se faire que par la force. Par quelle aberration de l'esprit, ces hommes sans technique, affamés et affaiblis, non rompus aux méthodes d'organisation, en arrivent-ils, face à la puissance économique et militaire de l'occupant, à croire que seule la victoire pourra les libérer ? Comment peuvent-ils espérer triompher ? Car la violence, et c'est là le scandale, peut constituer en tant que méthode le mot d'ordre d'un parti politique. Des cadres peuvent appeler le peuple à la lutte armée. Il faut réfléchir à cette problématique de la violence. Que le militantisme allemand décide de régler ses problèmes de frontières par la force ne nous surprend point. Mais que le peuple angolais, par exemple, décide de prendre les armes, que le peuple algérien rejette toute méthode qui ne soit pas violente, prouve que quelque chose s'est passé ou est en train de se passer. Les hommes colonisés, ces esclaves des temps modernes, sont impatients. Ils savent que seule cette folie peut les soustraire à l'oppression coloniale. Un nouveau type de rapport s'est établi dans le monde. Les peuples sous-développés font craquer leurs chaînes et l'extraordinaire, c'est qu'ils réussissent. On peut prétendre qu'à l'heure du Spoutnik, il est ridicule de mourir de faim, mais pour les masses colonisées, l'explication est moins lunaire. La vérité,
c'est qu'aucun pays colonialiste n'est aujourd'hui capable d'aborder la seule forme de lutte qui aurait une chance de réussir: l'implantation prolongée de forces d'occupation importantes. Sur le plan intérieur, les pays colonialistes se trouvent confrontés à des contradictions, à des revendications ouvrières qui exigent l'emploi de leurs forces policières. De plus, dans la conjoncture internationale actuelle, ces pays ont besoin de leurs troupes pour protéger leur régime. Enfin, l'on connaît le mythe des mouvements de libération dirigés de Moscou. Dans l'argumentation panicarde du régime, cela signifie: si cela continue, les communistes risquent de profiter de ces troubles pour s'infiltrer dans ces régions. Dans l'impatience du colonisé, le fait qu'il brandisse à bout de bras la menace de la violence prouve qu'il est conscient du caractère exceptionnel de la situation contemporaine qu'il entend en profiter. Mais aussi sur le plan de l'expérience immédiate, le colonisé qui a l'occasion de voir le monde moderne pénétrer jusque dans les coins les plus reculés de la brousse prend une conscience très aiguë de ce qu'il ne possède pas. Les masses, par une sorte de raisonnement infantile, se convainquent que toutes ces choses leur ont été volées. C'est pourquoi dans certains pays sous-développés, les masses vont très vite et comprennent 2 ou 3 ans après l'indépendance qu'elles ont été frustrées, que ça ne valait pas la peine de se battre si ça ne devait pas vraiment changer. En 1789, après la Révolution bourgeoise, les plus petits paysans français ont profité substantiellement de ce bouleversement. Mais il est banal de constater et de dire que dans la majorité des cas, pour 95% de la population des pays sous-développés, l'indépendance n'apporte pas de changement immédiat. L'observateur averti se rend compte de l'existence d'une sorte de mécontentement larvé, comme ces braises qui, après l'extinction d'un incendie, menacent toujours de s'enflammer. On dit alors que les colonisés veulent aller trop vite. Or, ne l'oublions jamais, il n'y a pas bien longtemps on affirmait leur lenteur, leur paresse, leur fatalisme. On aperçoit déjà que la violence, dans les voies bien précises, au moment de la lutte de libération, ne s'éteint pas magiquement après la cérémonie des couleurs nationales. Elle s'éteint d'autant moins que la construction nationale continue à s'inscrire dans le cadre de la compétition décisive du capitalisme et du socialisme. Cette compétition donne une dimension quasi universelle aux revendications les plus localisées. Chaque meeting, chaque acte de répression retentit dans l'arène internationale. Les meurtres de Charpeville ont secoué l'opinion pendant des mois. Dans les journaux, sur les antennes, dans les conversations privées, Charpeville est devenu un symbole. C'est à travers Charpeville que des hommes et des femmes ont abordé le problème de l'apartheid en Afrique du Sud. Et l'on ne peut prétendre que seule la démagogie explique le soudain intérêt des grands pour les petites affaires des régions sous-développées. Chaque jacquerie, chaque sédition dans le tiers-monde s'insère dans le cadre de la guerre froide. 2 hommes sont matraqués à Salisbury, et voici que l'ensemble d'un bloc se met en branle, parle de ces 2 hommes, et à l'occasion de ce matraquage, soulève le problème particulier de la Rhodésie, le reliant à l'ensemble de l'Afrique et à la totalité des hommes colonisés. Mais l'autre bloc, également, mesure à l'ampleur de la campagne menée les faiblesses locales de son système. Les peuples colonisés se rendent compte qu'aucun clan ne se désintéresse des incidents locaux. Ils cessent de se limiter à leurs horizons régionaux, saisis qu'ils sont dans cette atmosphère de secousse universelle. Lorsque, tous les 3 mois, on apprend que la 6e ou la 7e flotte fait mouvement vers telle côte, lorsque Khrouchtchev menace de sauver Castro à coups de fusée, lorsque Kennedy, à propos du Laos, décide d'envisager les solutions extrêmes, le colonisé ou le nouvel indépendant a l'impression que, bon gré mal gré, il est entraîné dans une sorte de machine effrénée. En fait, il marche déjà. Prenons par exemple le cas des gouvernements de pays récemment libérés. Les hommes au pouvoir passent les 2 tiers de leur temps à surveiller les alentours, à prévenir le danger qui les menace, et l'autre tiers à travailler pour le pays. En même temps, ils se cherchent des appuis. Obéissant à la même dialectique,
les oppositions nationales se détournent avec mépris des voies parlementaires. Elles cherchent des alliés qui acceptent de les soutenir dans leur entreprise brutale de sédition. L'atmosphère de violence, après avoir imprégné la phase coloniale, continue de dominer la vie nationale. Car nous l'avons dit, le tiers-monde n'est pas exclu. Bien au contraire, il est au centre de la tourmente. C'est pourquoi dans leurs discours, les hommes d'État des pays sous-développés maintiennent indéfiniment le ton d'agressivité et d'exaspération qui aurait dû normalement disparaître. L'on comprend également l'impolitesse si souvent signalée des nouveaux dirigeants. Mais ce que l'on voit moins, c'est l'extrême courtoisie de ces mêmes dirigeants dans leur contact avec les frères ou les camarades. L'impolitesse est d'abord une conduite avec les autres, avec les anciens colonialistes qui viennent voir et enquêter. L'ex-colonisé a trop souvent l'impression que la conclusion de ses enquêtes est déjà rédigée. Le déplacement du journaliste est une justification. Les photographies qui illustrent l'article apportent la preuve qu'on sait de quoi l'on parle, qu'on y est allé. L'enquête se propose de vérifier l'évidence. Tout va mal là-bas depuis que nous n'y sommes plus. Les journalistes se plaignent souvent d'être mal reçus, de ne pas travailler dans de bonnes conditions, de trouver un mur d'indifférence ou d'hostilité. Tout cela est normal. Les dirigeants nationalistes savent que l'opinion internationale est forgée uniquement par la presse occidentale. Or, quand un journaliste occidental nous interroge, c'est rarement pour nous rendre service. Dans la guerre d'Algérie par exemple, les reporters français les plus libéraux n'ont pas cessé d'utiliser des épithètes ambiguës pour caractériser notre lutte. Quand on leur en fait le reproche, ils répondent en toute bonne foi qu'ils sont objectifs. Pour le colonisé, l'objectivité est toujours dirigée contre lui. On comprend également ce nouveau ton qui a submergé la diplomatie internationale à l'Assemblée générale des Nations unies en septembre 1960. Les représentants des pays coloniaux étaient agressifs, violents, outranciers, mais les peuples coloniaux n'ont pas trouvé qu'ils exagéraient. Le radicalisme des porte-paroles africains a provoqué le mûrissement de l'abcès et a permis de mieux voir le caractère inadmissible des vétos, du dialogue des grands et surtout le rôle infime réservé au tiers-monde. La diplomatie telle qu'elle a été inaugurée par les peuples nouvellement indépendants n'est plus en nuances, en sous-entendu, en passe magnétique. C'est que ces porte-paroles sont chargés par leur peuple de défendre à la fois l'unité de la nation, le progrès des masses vers le bien-être et le droit des peuples à la liberté et au pain. C'est donc une diplomatie en mouvement, en furie, qui contraste étrangement avec le monde immobile, pétrifié de la colonisation. Et quand M. Khrouchtchev brandit son soulier à l'ONU et en martèle la table, aucun colonisé, aucun représentant des pays sous-développés ne rit. Car ce que M. Khrouchtchev montre aux pays colonisés qui le regardent, c'est que lui, le moujik, qui par ailleurs possède des fusées, traite ces misérables capitalistes comme ils le méritent. De même, Castro siégeant en tenue militaire à l'ONU ne scandalise pas les pays sous-développés. Ce que montre Castro, c'est la conscience qu'il a de l'existence du régime continué de la violence. L'étonnant, c'est qu'il ne soit pas entré à l'ONU avec sa mitraillette, mais peut-être s'y serait-on opposé. Les jacqueries, les actes désespérés, les groupes armés de coutelas ou de haches trouvent leur nationalité dans la lutte implacable qui dresse l'un contre l'autre le capitalisme et le socialisme. En 1945, les 45 000 morts de Sétif pouvaient passer inaperçus. En 1947, les 90 000 morts de Madagascar pouvaient faire l'objet d'un simple entrefilet dans les journaux. En 1952, les 200 000 victimes de la répression au Kenya pouvaient rencontrer une indifférence relative. C'est que les contradictions internationales n'étaient pas suffisamment tranchées. Déjà la guerre de Corée et la guerre d'Indochine avaient inauguré une nouvelle phase. Mais c'est surtout Budapest et Suez qui constituent les moments décisifs de cette confrontation. Fort du soutien inconditionnel des pays socialistes, les colonisés se lancent avec les armes qu'ils ont contre la citadelle inexpugnable du colonialisme. Si cette citadelle est
Invulnérable au couteau et au poing nu, elle ne l'est plus quand on décide de tenir compte du contexte de la guerre froide. Dans cette conjoncture nouvelle, les Américains prennent très au sérieux le rôle du patron du capitalisme international. Dans un premier temps, ils conseillent aux pays européens de décoloniser à l'amiable. Dans un deuxième temps, ils n'hésitent pas à proclamer d'abord le respect, puis le soutien du principe « l'Afrique aux Africains ». Les États-Unis ne craignent pas aujourd'hui de dire officiellement qu'ils sont les défenseurs du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Le dernier voyage de M. Mennen Williams n'est que l'illustration de la conscience qu'ont les Américains que le tiers-monde ne doit pas être sacrifié. On comprend dès lors pourquoi la violence du colonisé n'est désespérée que si on la compare in abstracto à la machine militaire des oppresseurs. Par contre, si on la situe dans la dynamique internationale, on s'aperçoit qu'elle constitue une terrible menace pour l'oppresseur. La persistance des jacqueries et de l'agitation Mau-Mau déséquilibre la vie économique de la colonie mais ne met pas en danger la métropole. Ce qui est plus important aux yeux de l'impérialisme, c'est la possibilité pour la propagande socialiste de s'infiltrer dans les masses, de les contaminer. C'est déjà un grave danger dans la période froide du conflit. Mais que deviendrait, en cas de guerre chaude, cette colonie, pourrie par les guérillas meurtrières ? Le capitalisme se rend compte, alors que sa stratégie militaire a tout à perdre au développement des guerres nationales. Aussi, dans le cadre de la coexistence pacifique, toutes les colonies sont-elles appelées à disparaître et à l'extrême, le neutralisme à être respecté par le capitalisme. Ce qu'il faut éviter avant tout, c'est l'insécurité stratégique, l'ouverture des masses sur une doctrine ennemie, la haine radicale de dizaines de millions d'hommes. Les peuples colonisés sont parfaitement conscients de ces impératifs qui dominent la vie politique internationale. C'est pourquoi même ceux qui tonnent contre la violence décident et agissent toujours en fonction de cette violence planétaire. Aujourd'hui, la coexistence pacifique entre les deux blocs entretient et provoque la violence dans les pays coloniaux. Demain peut-être verrons-nous se déplacer ce domaine de la violence après la libération intégrale des territoires coloniaux. Peut-être verrons-nous se poser la question des minorités. Déjà certaines d'entre elles n'hésitent pas à prôner des méthodes violentes pour résoudre leurs problèmes, et ce n'est pas par hasard si, nous dit-on, des extrémistes nègres aux États-Unis forment des milices et s'arment en conséquence. Ce n'est pas par hasard non plus si, dans le monde dit libre, il y a des comités de défense des minorités juives en URSS, et si le général de Gaulle, dans l'un de ses discours, a versé quelques larmes sur les millions de musulmans opprimés par la dictature communiste. Le capitalisme et l'impérialisme sont convaincus que la lutte contre le racisme et les mouvements de libération nationale sont purement et simplement des troubles télécommandés, fomentés de l'extérieur. Aussi décident-ils d'utiliser cette tactique efficace. Radio Europe Libre, comité de soutien des minorités dominées. Ils font de l'anticolonialisme, comme les colonels français en Algérie faisaient de la guerre subversive avec les SAS ou les services psychologiques. Ils utilisent le peuple contre le peuple, on sait ce que cela donne. Cette atmosphère de violence, de menace, ces fusées brandies n'effraient pas et ne désorientent pas les colonisés. Nous avons vu que toute leur histoire récente les dispose à comprendre cette situation. Entre la violence coloniale et la violence pacifique dans laquelle baigne le monde contemporain, il y a une sorte de correspondance complice, une hétérogénéité. Les colonisés sont adaptés à cette atmosphère. Ils sont pour une fois de leur temps. On s'étonne quelquefois que les colonisés, plutôt que d'offrir une robe à leurs femmes, achètent un poste à transistor. On ne devrait pas. Les colonisés sont persuadés que leur destin se joue maintenant. Ils vivent dans une atmosphère de fin du monde et ils estiment que rien ne doit leur échapper. C'est pourquoi ils comprennent très bien Fuma et Fumi, Lumumba et Tshombe, Ahidjo et Mumie, Kenyatta et ceux qu'on jette périodiquement en avant pour les remplacer. Ils comprennent très bien tous ces hommes car ils démasquent les forces qui sont derrière eux. Le colonisé,
l'homme sous-développé sont aujourd'hui des animaux politiques au sens le plus planétaire du terme. L'indépendance a certes apporté aux hommes colonisés la réparation morale et consacré leur dignité. Mais ils n'ont pas encore eu le temps d'élaborer une société, de construire et d'affirmer des valeurs. Le foyer incandescent où le citoyen et l'homme se développent et s'enrichissent dans des domaines de plus en plus larges n'existe pas encore. Placés dans une sorte d'indétermination, ces hommes se persuadent assez facilement que tout va se décider ailleurs, pour tout le monde, en même temps. Quant aux dirigeants, face à cette conjoncture, ils hésitent et choisissent le neutralisme. Il y aurait beaucoup à dire sur le neutralisme. Certains l'assimilent à une sorte de mercantilisme infect qui consisterait à prendre à droite et à gauche. Or, le neutralisme, cette création de la guerre froide, s'il permet aux pays sous-développés de recevoir l'aide économique des deux parties, ne permet pas en fait à chacune de ces deux parties de venir en aide comme il le faudrait aux régions sous-développées. Ces sommes littéralement astronomiques qui sont investies dans les recherches militaires, ces ingénieurs transformés en techniciens de la guerre nucléaire pourraient en 15 ans augmenter le niveau de vie des pays sous-développés de 60%. On voit donc que l'intérêt bien compris des pays sous-développés ne réside ni dans la prolongation ni dans l'accentuation de cette guerre froide. Mais il se trouve qu'on ne leur demande pas leur avis. Alors quand ils en ont la possibilité, ils se désengagent. Mais le peuvent-ils réellement ? Voici par exemple que la France expérimente en Afrique ses bombes atomiques. Si l'on accepte l'émotion, les meetings et les ruptures diplomatiques fracassantes, on ne peut pas dire que les peuples africains aient pesé dans ce secteur précis sur l'attitude de la France.